Bienvenue à tous pour votre émission Disputandoum qui se penche aujourd'hui sur la 5G. La 5G, source d'interrogation, sujet polémique en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France depuis des mois et qui interroge vraiment la notion de progrès pour notre société. Alors, progrès salutaire pour l'économie et les services selon ses partisans ou alors pour ses détracteurs plutôt néfaste pour la santé et l'environnement. C'est tout l'enjeu de cette question. Plus généralement, faut-il opposer numérique et écologie, progrès technique et environnement, et au-delà de la 5G, où en est-on de la fracture numérique territoriale, notamment entre villes et campagnes dans notre région? Pour en parler, je suis ravie de vous accueillir tous les trois autour de la table. Alexis Mons, vous êtes président de l'Alyptic, bonjour. Vous êtes président donc, de l'association Limousine des professionnels des technologies de l'information et de la communication. Jean-Louis Pagès, vous êtes élu régional EELV, Europe Écologie Les Verts. Merci d'être là également. Bonjour Jean-Marie Bost. Bonjour. Vous êtes président du syndicat mixte Dorsal pour développement de l'offre régionale de services et de l'aménagement des télécommunications en Limousin. Vous êtes aussi conseiller départemental pour la Haute-Vienne et conseiller municipal à la ville de Limoges, en charge notamment de la Smart City. Et puis à distance, mais aussi avec nous, on a José Lavictoire qui est membre du CAD. Le CAD, c'est le collectif des associations de défense du Pays Basque et du Sud des Landes. Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, clairement contre le déploiement de la 5G. Alors, bonjour, merci d'être avec nous, José. Le débat sur la 5G, donc, qui s'enflamme, sans mauvais jeu de mots. Un incendie d'une antenne relais de TDF près du village des Cars, non loin de Limoges, a été provoqué dans la nuit du 11 au 12 janvier dernier. Il a privé de télé par la TNT et de radio 1,5 million de personnes de la Haute-Vienne, d'une partie de la Corrèze, de la Charente et du nord de la Dordogne. Pendant plusieurs jours, sur un site voisin, une antenne de téléphonie mobile Orange a aussi été visée. Des incendies qui ont été revendiqués par un comité pour l'abolition de la 5G et de son monde, c'est son nom. L'opération intitulée Voix du vent et chants d'oiseaux annonçait le lancement d'une guerre contre la 5G. Le communiqué déclarait également que jamais l'iPhone ne réjouira l'humanité. On peut souligner quand même que l'antenne brûlée ne faisait pas partie d'un réseau compatible 5G. De quoi donc relancer le débat sur la 5G sur notre territoire. Alexis Mons, quelle a été par exemple votre réaction, vous, quand vous avez découvert que c'était des anti-5G qui avaient créé cet incendie? On n'a été malheureusement pas surpris. Voilà, parce que c'est dommage, c'est pas la première initiative du genre. Il y a déjà eu d'autres pylônes qui ont été, ou installations qui ont été endommagées ou détruites à Roncon, dans le nord de la Haute-Vienne, quelques mois avant. Donc c'est juste dommage. Voilà. Après, on a le droit de s'opposer, mais on n'est pas obligé de tout casser et de priver, en l'occurrence, des populations fragiles, des personnes âgées de télévision, des gens dans le milieu rural qui ont déjà, on en reparlera, je pense, ont des sujets par rapport à la fracture numérique. Donc c'est triste, c'est juste triste. Jean-Louis Pagès, donc je rappelle, effectivement, l'enquête est en cours pour vraiment déterminer si c'est bien ce collectif qui a revendiqué l'incendie, qui a fait cet incendie. Votre positionnement, vous n'êtes pas hyper favorable au déploiement tout de suite de la 5G, on va le voir, mais quelle a été votre réaction quand vous avez appris cet incendie? Nous avons fait un communiqué immédiatement pour réprouver l'usage de la violence. Bien sûr, ça ne résout rien, ça n'explique rien et ça ne fait pas du tout avancer le débat. En revanche, on peut remarquer une chose, c'est que chaque fois qu'il y a des manifestations de violence, en fait, quelque part, de façon sociétale, pour tous les événements, c'est une façon, quelque part, qu'a une partie de la population de réagir contre une violence qu'ils pensent avoir subie. Et c'est ça que ça doit interroger. Qu'est-ce qui fait que des personnes ont l'impression que dans le déploiement de la 5G, sans concertation, on en parlera, il y a une violence qui leur est faite et ils répliquent d'une façon maladroite, inappropriée, qu'on ne peut que condamner, parce qu'eux-mêmes, ils se sentent agressés. Donc c'est ça qu'on doit interroger, ce qui ne veut pas dire du tout qu'on les excuse, bien évidemment. Et j'ai envie de demander aussi à José Lavictoire, vous qui menez des actions au sein du CAD contre le déploiement notamment de la 5G, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'action un petit peu extrême? Je ne connais pas du tout ces actions, ce n'était pas du tout le mode d'action du CAD. Pour répondre concrètement à votre question, nous avons fait des actions et aujourd'hui, ça s'est manifesté par 5 moratoires qui ont été prises par des communes du Pays Basque. Donc les actions violentes, on les cite toujours pour dénaturer le fait que les gens sont non pas contre la 5G, mais sur la 5G, le développement de tout ce qui concerne
l'Internet des objets, car là, c'est un point beaucoup plus important, qui est un point sociétal. On va en parler, José. Effectivement, déjà, je pense qu'il faut poser les choses sur la table. Il y en a qui ne connaissent pas les atouts, enfin, ce qu'on attend de la 5G. Concrètement, qu'est-ce que c'est et la différence aussi avec la fibre optique. Jean-Marie Bost, vous êtes chargé avec le syndicat mixte Dorsal de développer la fibre optique partout. D'ailleurs, quelle est la différence entre fibre optique et 5G ? Oui, alors moi, je vais déjà répondre à la première question que vous avez posée à mes autres collègues. C'est que nous étions en train de commercialiser justement des prises ce soir-là au quart, et en même temps... Le soir du 11 janvier, oui. Absolument. Et en même temps, on faisait brûler le poteau appartenant à TDF et un émetteur qui n'avait absolument rien à voir avec la 5G. Pour moi, aujourd'hui, la 5G, c'est... pas opposable à la fibre optique. Je pense que c'est complémentaire à la fibre optique. De toute façon, la 5G ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas de fibre optique. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Aujourd'hui, la fibre optique est sans doute le moyen le plus sûr, le plus intelligent et le plus fiable dans le temps pour pouvoir transmettre les données. C'est quoi la 5G précisément, la 5G, c'est des communications par antenne, par des antennes, avec une multitude d'antennes, mais c'est ce qu'on appelle des antennes intelligentes, qui se déclencheront au moment où on en aura besoin. Et au lieu d'avoir ce qu'on appelle une transmission par faisceau, on a aujourd'hui une transmission en forme de parapluie. Voilà, est-ce que c'est... Parce qu'on entend dire que la 5G, ça va être une vraie révolution, un vrai saut technologique. Est-ce que c'est le cas déjà pour nous, individus, et après on parlera des entreprises également. La 5G, c'est juste un changement de norme technique. Et c'est juste une innovation incrémentale. Il y a eu la 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Il y aura une 6G, peut-être une 7, 8G. Je veux dire, on n'empêche pas, personne n'empêche les gens qui font des recherches dans les télécoms d'inventer les normes suivantes dans un objectif de gain de performance ou ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'on va y gagner très concrètement ? La 5G, gain de performance. La 5G a été commandée entre guillemets par les acteurs des télécoms parce qu'il y a un enjeu de saturation de la 4G au fur et à mesure de la montée en puissance des usages et de la consommation sous cette technologie. Ensuite, comme toujours, il y a aussi un enjeu performatif. Un des paradoxes dans le débat sur la 5G, c'est que intrinsèquement, mais on parlera des usages après, intrinsèquement la 5G est effectivement moins consommatrice d'énergie que la 4G, parce que comme Jean-Marie Bost l'évoquait, elle consomme quand elle est utilisée, ça n'arrose pas comme un... Alors ça fait sourire Jean-Luc Pagès, mais je vous propose d'en parler dans quelques instants de la pollution numérique. Et je précise qu'il y a des 5G, parce que pour l'instant on parle du déploiement dans une bande de fréquence qui est équivalente à celle de la 4G, autour de 2-3 GHz. Et il y a un autre débat 5G qui nous attend dans l'arrivée de la 5G à 26 GHz, dans les ondes, ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Et les enjeux de gains technologiques sont surtout attendus à 26 GHz et non pas à 3-5 GHz aujourd'hui. Parce qu'au-delà d'un enjeu des opérateurs téléphoniques et de télécoms, d'utiliser une autre norme qui est plus intéressante, plus efficiente et donc renouvellement d'équipements finalement de matériel sur des antennes existantes, voilà, il n'y a pas de gain extrêmement rapide. Cela dit, l'enjeu principal de la 5G, c'est vrai que c'est très technique, c'est la latence. On parle beaucoup des débits, on se dit la 5G c'est plus de débit, plus de vitesse de téléchargement, ce genre de choses. C'est pas ça qui est visé, c'est la latence, c'est-à-dire le petit délai de temps qui s'écoule entre le dialogue entre l'antenne et le chose. Pourquoi est-ce qu'on s'est visé ? C'est notamment pour faire votre future voiture autonome, parce que on parle beaucoup de la voiture autonome. Ça paraît un peu de la science-fiction aujourd'hui. Il faudra évidemment que la voiture, dans son dialogue qu'elle a avec son environnement, s'il faut compter des millisecondes pour qu'elle réagisse aux panneaux routiers, forcément, ça ne va pas passer. Voilà. Dans des enjeux industriels, par rapport à des équipements robotiques et autres dans ces jeux industriels, dans de la Smart City, parce que, par exemple, pour piloter des équipements à distance, piloter l'éclairage, la consommation, mesurer la consommation, d'eau, d'énergie, etc. dans des réseaux et pouvoir, sur un bouton, monitorer tout ça, voilà, pour piloter des flottes de véhicules à distance, faire de la maintenance à distance. Voilà, c'est ces enjeux-là. Enfin, c'est sûr que pour le grand public, tout ça est très très loin discret. Je suis en train de dire que les enjeux, ils sont surtout par rapport aux industriels, par rapport aux opérateurs, par rapport demain à l'usine du futur, par rapport à ces choses-là. Dans le smartphone que vous êtes en train d'acheter qui est 5G et qui vous permet, c'est vrai que là, tout de suite, votre gain, il sera assez peu visible et assez peu marqué. Donc vous l'avez évoqué, la Smart City. Vous êtes en charge, Jean-Marie Bost, du développement de cette Smart City donc, à Limoges. C'est quoi la Smart City et qu'est-ce que la 5G va pouvoir effectivement aider à réaliser ?
Je vais apporter effectivement peut-être un éclairage juste un tout petit peu écologique, puisque effectivement le but de la Smart City, c'est de rendre beaucoup plus efficients les moyens qui sont mis à la disposition de la collectivité pour pouvoir servir les concitoyens, à savoir c'est éventuellement l'éclairage public, donc pour faire des économies sur l'éclairage public, ça va être éventuellement des capteurs sur les réseaux d'eau, avec des capteurs intermédiaires qui va éviter les réseaux d'eau, ça va être effectivement les feux rouges, ça va être tout ce qui est la circulation, peut-être les bus demain matin qui seront autonomes, les écoles où on va aller peut-être un peu plus loin vers les écoles, vers nos concitoyens. C'est-à-dire les écoles, par exemple? Les écoles, aujourd'hui, on se rend compte qu'on envisage peut-être demain, voire peut-être après-demain, la fermeture des écoles pour un confinement. Eh bien, regardez ce qui s'est passé au premier confinement. Eh bien, on s'est rendu compte que malgré tout, eh bien, l'éducation nationale avait fait un super job. Ils avaient travaillé avec les moyens du bord et tout ça, mais malgré tout, ils n'avaient pas coupé le lien avec les enfants. Eh bien, aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur peut-être l'école de demain et comment je vais pouvoir amener les enfants à être différents de ce que des enfants d'hier, à savoir les enfants d'hier portaient 12 kilos sur leur dos et peut-être que demain matin, ils auront une tablette, ils auront peut-être des moyens de communication différents et pour avoir ces moyens de communication différents, il va falloir aller très vite. Et il va falloir servir un nombre de personnes beaucoup plus important. Et c'est ça, aujourd'hui, la différence qu'il y a, et Alexis venait de le dire, entre la 4G et la 5G, et tout ça. C'est la masse de données qui va transiter sur une bande de fréquences. Et des données entre machines aussi? Exactement. Et donc, il arrivera un moment où, effectivement, il va y avoir saturation. Donc, que fait la technologie? La technologie, elle va au service des concitoyens pour pouvoir, effectivement, continuer à apporter un service qui soit un service adapté et rapide et efficient. Au-delà des aspects environnementaux et sur la santé qu'on va évoquer dans un instant, Jean-Louis Pagès, est-ce que vous êtes convaincu par ce que vous venez d'entendre sur l'intérêt pour notre société de la 5G? Écoutez, je vais vous dire une chose. Là, c'est avec deux collègues de beaucoup de talent. On a effectivement là le déploiement de toute illusion technologique et comment on vend la 5G à l'heure actuelle. Effectivement, puisqu'ils ont raison, il y a deux 5G. Enfin, il y a 4 bandes de fréquences. Mais ce qui est important, c'est les deux 5G. Celle donc, qui est à 3, autour de 3,5. Hein. Et puis, je dirais celle-ci pose peut-être encore le moins de problèmes. Il y a l'autre 5G, qui, elle, c'est elle à 26 qui est vraiment problématique parce qu'il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, la quantité d'énergie, en fait, on a pris tout ça à l'école, hein, elle est proportionnelle donc à la fréquence. Donc, on a besoin, pour avoir effectivement un gros débit, on a absolument besoin d'avoir des ondes qui sont très énergétiques. On va en parler. Moi, je voulais juste dire une chose. Au-delà du mirage technologique de ces voitures sans chauffeur, enfin toutes ces choses qu'on nous vend. Non, absolument pas. Et toute l'expérience qu'il y a eu, on en parle depuis 20 ans, c'est pas très probant et on pourra en reparler. Mais au-delà, je pense que avant de penser qu'on est des enfants qui allons jouer avec tout ce qu'on va nous donner, il faut d'avoir une réflexion. Mon rôle à moi, c'est un rôle d'élu, c'est un rôle d'intérêt général. Mais en plus, je suis un élu écologiste. Donc il n'y a pas que l'intérêt maintenant, c'est le poids de nos décisions dans les décennies à venir et pour les enjeux. Et les enjeux, ils sont énormes côté gaz à effet de serre. Donc je pense que quand on commence à parler de la 5G, effectivement en ouvrant ce cadeau de Noël qu'on veut nous faire, on oublie quand même qu'il faudra avoir un débat réel sur le coût du cadeau. Alors, on va y revenir sur le coût environnemental potentiel, évidemment. Je voudrais demander aussi à José Lavictoire, qui est avec nous, mais à distance. Est-ce que vous-même, donc positionné contre la 5G, est-ce que vous êtes technophobe? Par technophobe, j'entends vraiment ceux qui ont l'audace aussi et le doute de remettre en question les nouvelles technologies et leurs usages. C'est comme ça que vous percevez cette nouvelle technologie, la 5G? C'est comme une menace, finalement? Absolument pas. Je viens d'entendre, évidemment, le plaidoyer, c'est-à-dire la face immergée de l'iceberg concernant la 5G. Et je vous signale que dans la présentation, on a parlé de la communication des smart cities. J'aimerais bien qu'on revienne tout à l'heure sur ce qu'on appelle la smart home, c'est-à-dire la maison intelligente et l'impact correspondant. Mais en ce qui concerne ce que j'ai entendu concernant la 5G, on oublie simplement deux choses. La première, c'est une étude de la Fédération française des télécoms qui faisait remarquer que un investissement en matière de téléphonie, en particulier ça a été le cas pour la 4G et la 3G,
c'est un investissement qui est entre 25 et 30 ans. Or, je vous signale qu'il y a plus de 25 et 30 ans, il y a moins de 25 et 30 ans, on a installé la 3G pour les passer à la 2G beaucoup plus rapidement. Et maintenant, on est à la 4G et, suivant cette étude, on n'a pas encore amorti l'investissement correspondant. Or, pourtant, la Fédération française des télécoms fait bien allusion au fait que c'est un essor très important. Deuxièmement, sur cet aspect d'industrialisation, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il me semble que notre président de la République veut à tout prix réindustrialiser la France et la protéger. Or, si vous regardez l'infrastructure actuellement de la 5G, les antennes intelligentes, les MIMO, sont entièrement fabriquées à l'étranger, donc il faut les acheter. Nous installerons un mât. Très certainement, entre les stations de base et les centres de traitement, on pourra tirer, heureusement, de la fibre optique, fabrication française en majorité. Et en ce qui concerne tous les traitements, les centres de traitement correspondants, matériel et software étrangers. Donc, le défi industriel correspondant, il est très bien quand on le voit sur la partie immergée de l'iceberg, tout est formidable. Alors, on entend bien. José, vous évoquez le président Macron, effectivement, qui est pour pour tout faire pour les industries en France. Oui, il a dit effectivement... totalement contraire à ça. Il a dit en septembre, Emmanuel Macron, « J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish et je ne crois pas que le modèle Amish permet de régler les défis de l'écologie contemporaine. » Il a dit ça le 15 septembre dernier. Vous vous sentez Amish, José ? Écoutez, vous pouvez me dire, il se trouve que j'ai actuellement 79 ans et j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'informatique en 1965. Je travaillais dans un domaine qui était relatif aux engins balistiques. Et j'ai fait toute ma carrière, en particulier dans une société qui s'appelait Thomson CS7 pour la communication sans fil. Ça s'appelle maintenant Thales. Donc dans ce domaine, j'ai la prétention de connaître un petit peu. D'ailleurs, les techniques correspondantes, que ce soit aujourd'hui entre 3,4 et 3,6 GHz en ce qui concerne la future 26G, je vous signale que ce sont des techniques issues d'un domaine dont je ne parlerai pas, mais qui sont déjà utilisées. Toutes les liaisons, si vous voulez, hertziennes qui existent entre stations de base, entre les émetteurs télévision et ainsi de suite, utilisent déjà des techniques à 19 GHz. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce domaine. Donc, vous dites qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, finalement, de la 5G, si je vous comprends bien. C'est vrai qu'on est dans une société et on va vers une société 100% numérique. Ça, vous comprenez, messieurs, que ça puisse poser question, Jean-Marie Bost ? Mais moi, j'entends tout ce qui vient d'être dit. Mais en tout état de cause, si on ne le fait pas, on est mort. On est obligé d'accompagner cette avancée technologique. Si demain matin, nous interdisons sur notre sol français cette avancée technologique, nous ne créerons plus d'emplois. Nous ne pourrons plus aller vers effectivement un État moderne et surtout un État industriel. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de système d'information et on ne peut plus se passer de système de communication. C'est impossible. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'une grande partie des machines d'imprimerie sont des machines japonaises? Est-ce que vous savez quand est-ce que l'on fait les mises à jour ou la maintenance de ces machines japonaises? Eh bien, la nuit. Et on les fait comment? On les fait tout simplement avec la fibre ou effectivement avec des antennes radio et par Internet. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Plus rien ne se fait à l'époque manuelle. Le temps des sémaphores, c'est terminé. Mais c'était une caricature. Écoutez, le problème, il n'est pas là. Ce que nous ne réclamons pas, c'est un retour à l'ancien. D'ailleurs, je rejoins José. Moi, je suis un ancien du labo de télécom. Il ne s'appelait pas encore Xlim. Donc, les écologistes ne sont pas du tout technophobes. Les écologistes disent simplement que quand on met sans discuter et uniquement aux mains des industriels dont c'est l'intérêt, une technologie qui a un impact sociétal qui est absolument colossal, il faut le faire en discutant avec la population, avec un large débat. Et là, justement, Macron, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas du tout écouté le conseil des citoyens qu'il avait requis pour le climat. Il n'écoute pas la commission qui s'occupe du climat, l'autre commission pour le climat, qui a été mandatée par le Sénat pour faire une étude qu'il a rendue il y a quelques semaines et qui explique bien que
le déploiement de la 5G, c'est une catastrophe pour les gaz à effet de serre, donc de plusieurs pourcents. Pourquoi ? Huawei, puisque là on est dans une technologie, il n'y a rien de français. Huawei lui-même dit que transformer un site en ajoutant la 5G, ça multiplie par 3 la consommation énergétique. Et en plus, vous savez fort bien qu'avec la 26 gigas, si jamais on l'implante, il va falloir encore plus de sites, puisque pour des raisons que vous connaissez, les longueurs, les distances sont beaucoup plus courtes. Donc du coup, en fait, on va avoir une explosion de la consommation électrique. On compte entre 2 et 5%. On va avoir un phénomène colossal d'obsolescence programmée de tous les smartphones. Il y a plus de 3 milliards de smartphones Il va falloir racheter, pour avoir la 5G, il va falloir racheter des téléphones portables, des ordinateurs. Globalement, il va falloir renouveler le parc. Ouais. Quand même. Non. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Effectivement, aujourd'hui, on a des moyens de communication qui sont ce qu'ils sont. Le temps du téléphone avec le cuivre, c'est terminé, c'est fini. On doit passer maintenant à la fibre et on doit passer par effectivement la 5G, voire demain matin la 6G. D'ailleurs, l'Europe vient de donner l'accord de recherche sur la 6G à Nokia, donc pays européen. La 6G est à l'horizon 2030, effectivement. Absolument. Ça va être... Donc, quand vous parlez de consommation énergétique, non, au niveau de l'électricité, ça ne consommera pas plus, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, ce sont des antennes intelligentes qui ne pourront émettre qu'à partir du moment où elles sont sollicitées. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il est important que nous fassions attention dans la construction ou dans l'élaboration de notre réseau 5G à ne pas faire n'importe quoi. Et là, je vous rejoins. Mais en tout état de cause, sachez que demain matin, dans chaque maison, vous aurez des antennes, puisque vous voulez qu'on aborde le sujet des maisons intelligentes. Mais il est évident, quand vous allez vouloir acheter un frigo demain matin, ce frigo sera automatiquement intelligent. Et on ne pourra pas faire autrement que d'acheter ce frigo-là, parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Mais écoutez, je vais vous dire une chose, le scandale, c'est qu'on va connecter des frigos. On va dépenser des milliards pour connecter des frigos, alors qu'il y a des gens, dans les mois qui viennent, qui ne peuvent même pas le remplir et qui ne pourront même pas payer leur facture d'électricité. Mais est-ce que vous pensez que le pouvoir politique peut faire quelque chose ? Écoutez, il me semble quand même que... Je ne crois pas. Devant les industriels, je ne pense pas. Je pense que... Attendez, il y a autre chose. Quand vous dites que la 5G consomme moins... Oui, de façon nominale. Alors la 5G consommerait 2 fois moins d'énergie que la 4G pour acheminer 1 gigaoctet. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a l'effet rebond qui fait qu'en fait, on va transporter beaucoup plus. Il y aura une augmentation des données. Mais bien sûr. Oui. Et donc, du coup, ce gain dont parlent les opérateurs, il est complètement fictif. C'est un peu comme l'automobile. Effectivement, l'efficacité énergétique de l'automobile a beaucoup augmenté. Mais le problème, c'est qu'en même temps, on a augmenté le poids des véhicules et on a augmenté le nombre de véhicules total avec une consommation nominale qui paraît beaucoup plus faible des moteurs. On consomme encore plus d'essence qu'avant. Donc vous voyez, les opérateurs, là, ils sont quand même assez spécieux, je dirais. Alors José Lavictoire, qui est avec nous depuis le Pays Basque, voudrait réagir. On vous écoute, José Lavictoire. Je bout d'impatience. J'entends des âneries, c'est incroyable. L'axiome de base, c'est on ne peut pas faire autrement. Si on ne peut pas faire autrement, c'est démontrer qu'on est incompétent, monsieur. Okay, pas du tout. C'est la première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne votre vue des maisons intelligentes avec des antennes partout, vous verrez dans quelques années la quantité de gens qui seront ultra sensibles et qui viendront se plaindre. C'est là où il faudra qu'on fasse attention. Je termine. Vous permettez que je termine ? Ensuite, en ce qui concerne votre requiem pour la consommation énergétique bien moins importante. Oui, c'est vrai. Sur les antennes, il y aura beaucoup moins de consommation énergétique grâce à ça. Grâce, effectivement, au fait que ces antennes seront suffisamment intelligentes pour ne se développer leur puissance que quand elles seront sollicitées. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que la multiplication des antennes, en particulier des petites antennes, seront extraordinaires sur les abribus, sur les panneaux publicitaires. Je vous signale que la raison fondamentale pour laquelle certains opérateurs chinois, même dans l'arrière-pays, diminuent le soir la consommation et arrêtent la diffusion de la 5G,
c'est parce que la totalité de la consommation énergétique est assez grande. Donc, on peut très bien utiliser votre axiome, on ne peut pas faire autrement, mais quand on dit qu'on ne peut pas faire autrement, c'est démontrer qu'on est incompétent, monsieur. Ensuite, on va laisser Jean-Marie Bost répondre. Non, ce que je veux dire, il n'y a pas de notion d'incompétence. Il y a tout simplement une notion. Quand je dis qu'on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire que je dis, moi, que le législateur doit accompagner ce développement. Est-ce qu'il y avait une urgence à aller aussi vite et à ne pas attendre mais on ne peut pas faire autrement. Les études d'impact sur l'environnement et sur la santé. Mais parce que c'est le système économique et technique qui nous amène justement à le suivre. Le politique est derrière. Le politique court après la technologie. Écoutez, donc il parle pour vous, je ne suis pas d'accord. Le rôle du politique, justement, c'est d'anticiper les débats sociétaux, c'est faire en sorte qu'une société puisse être vivable. Et là, on nous construit une société qui ne va pas être vivable avec votre 5G. Et soit dit en passant, vous savez que c'est en 2009 qu'on a commencé à déployer la 4G. Ça fait donc 12 ans. Et c'est pas fini. Et à l'heure actuelle, les opérateurs sont à 75% de couverture du territoire. Et c'est encore une fois les pouvoirs publics, et vous le savez fort bien avec Dorsal, qui sont obligés de payer. Donc, en plus, la 5G, elle va augmenter encore la fracture territoriale. Vous allez trop vite, Jean-Louis. Jean-Louis Pagès, vous allez trop vite. On va parler. Alors, attendez, messieurs, on va parler dans quelques instants de la fracture territoriale. Est-ce que la 5G va l'amplifier ou pas, au contraire? Mais d'abord, je voudrais qu'on aille à Bordeaux avec ce reportage qui a été diffusé sur France 3 Aquitaine le 23 décembre dernier. Des expériences sont en cours, des capteurs sont installés pour mesurer l'exposition aux ondes. Ça, c'est important aussi, l'aspect sanitaire. Je vous propose ce reportage de Guillaume Dequet et Philippe Turpot. Regardez. Les antennes relais sont prêtes, mais les opérateurs ont retardé l'activation de la 5G à Bordeaux de quelques semaines sur demande de la mairie. 3 capteurs ont été installés par l'Agence nationale des fréquences. Ils permettront d'enregistrer les ondes émises par ce nouveau réseau qui ne doit pas dépasser 61 volts par mètre. On envisage une évolution de l'exposition d'environ 50%. C'est-à-dire que si en moyenne aujourd'hui à Bordeaux on a de l'ordre de 1 volt par mètre, on aura à terme, quand la 5G sera déployée partout, environ 1,5 volts par mètre. Donc c'est une évolution qui est modeste. La 5G, quelles ondes et surtout quel coût écologique? Un rapport du Haut Conseil pour le climat estime que ces nouveaux usages vont faire exploser l'empreinte carbone du numérique. Il réclame une étude d'impact. Les élus de la métropole bordelaise, signataires d'un moratoire sur la 5G en septembre, sont sur la même longueur d'onde. Le but, c'est vrai, c'est de limiter ce déploiement. Et à un moment donné, il faut vraiment se poser. Donc on est encore dans cette démarche d'essayer de dire à l'État, mais posez-vous, arrêtez un déploiement comme ça sans avoir d'étude d'impact. Les villes ne peuvent pas s'opposer à la 5G, un réseau qui ne devrait pas couvrir totalement le territoire avant 2030. Et aujourd'hui, les offres des opérateurs sont attaquées en justice par une association de défense des consommateurs pour pratiques commerciales trompeuses. Alors, j'ai envie de demander à José Lavictoire, qui est avec nous depuis le Pays Basque, est-ce que vous connaissez le calendrier de déploiement des antennes 5G sur votre territoire? Je crois que vous réclamez ce plan de déploiement pour pouvoir informer la population, José? Oui, ce plan, il est très simple. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, en particulier depuis l'ordonnance demandée par le ministre du Budget et des Finances en mars dernier, l'installation des antennes sur le territoire, en particulier sur le territoire basque, parce que c'est celui que je vis tous les jours, c'est le Far West. Il faut bien se rendre compte que les maires ne peuvent absolument rien faire sur les installations d'antennes. Les villes ne peuvent rien faire, oui. C'est ça? Allô? Oui, les villes ne peuvent effectivement rien faire. Non. Il y a eu la loi Elan qui a déjà bien raboté la loi Abeille, et aujourd'hui, avec cette ordonnance, les mairies ne peuvent à la limite utiliser que le code de l'urbanisme. Mais j'ai 2 cas où il y a des installations qui ont été faites avec des hélicoptères qui sont venus installer les antennes, le bétonnage correspondant. Vous vous rendez compte où on en est? Donc cette ordonnance permet de faire tout. Je viens d'entendre, je fais simplement remarquer que quelqu'un vient de dire que le politique suit la technique. J'avais pas l'impression qu'on était, en entendant, j'avais plus l'impression qu'on était en démocratie. Maintenant, le politique suit le technique. C'est une hérésie absolument. J'espère que mon collègue des Verts a bien entendu ce que j'entendais. Alors Jean-Louis, effectivement... J'ai même repris. Voilà. José, j'ai même repris parce que moi je trouve ça un aveu d'impuissance
et même Oui, mais depuis tout à l'heure, que je trouve on terrible. est en train de dire qu'on ne peut rien faire. C'est toujours démontrer qu'on est incompétent. Il faudrait bien qu'un jour, on essaye de reprendre un minimum de conscience de notre incompétence. Ouais, cher monsieur, non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le temps législatif est trop long, est très long. Et entre-temps, la technologie a avancé. Et donc, quand on a donné le quitus à un choix qui a été voté et accepté par le législateur, eh bien, il est déjà dépassé. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a quand même la question sanitaire qu'on n'a pas encore abordée. Alors, le Conseil général de l'environnement et du développement durable a publié le 1er septembre dernier, en 2020, un document sur la question. Les conclusions étaient assez floues. Un rapport de l'ANSES doit être programmé sur les effets de la santé dans le cours de l'année 2021, mais le gouvernement n'a pas attendu ce rapport. Il a vendu les 11 premiers blocs de fréquences. Est-ce que quand même là, on ne va pas trop vite? J'ai envie de poser la question aussi à Alex Simons. Est-ce que finalement, il n'y avait pas un principe de précaution à avoir avant le déploiement de la 5G? Alors, les études dont on parle sont sur la bande de 26 GHz dont on parle. C'est-à-dire que sur la bande de fréquence actuelle, il n'y a pas d'opposition particulière. Moi, je crois qu'on se trompe de sujet, en fait. Voilà. Mais le vrai débat, et d'ailleurs recentrez donc le débat. D'ailleurs l'industrie du numérique dont je suis un représentant ici s'en saisit elle-même. On ne nie pas qu'il n'y a pas un impact climat du numérique, on ne nie pas qu'il faut l'attaquer, et qu'on ne nie pas qu'il faut faire des efforts de sobriété et de responsabilité, parce que c'est pas qu'une question de coût carbone, énergétique, etc. Il y a des enjeux sanitaires sur la population. On passe son temps à débattre en ce moment sur des enjeux de liberté d'expression, dont j'en passais des meilleurs. Les sujets sont extrêmement vastes. Plutôt que de parler des technologies, moi je pense que les politiques, et vous en êtes, et les législateurs feraient mieux de s'interroger sur quelles limites on met par rapport aux usages, aux individus, sur les enjeux sanitaires. Est-ce que, comme en Chine, il faut que les mobiles coupent le temps d'écran, passer à une certaine consommation horaire pour les moins de 13 ans, ou des choses comme ça? C'est des choses que certaines géographies ont faites. Est-ce qu'on y réfléchit à ces problématiques-là suffisamment en France? On a le RGPD sur les données personnelles, dont d'ailleurs, nous-mêmes industriels, on se dit que les autorités nationales pourraient avoir plus de moyens pour être beaucoup plus incitatives et proactives pour faire respecter la législation. Mais c'est une législation qui s'est mise en place, somme toute, assez rapidement. Quand on pense au délai entre le vote du Parlement européen, les décisions de la Commission et la mise en place. Donc, il pourrait y avoir des décisions... En quoi le développement de la 5G peut poser la question, justement, de la protection? Mais ce n'est pas tellement la 5G technologiquement, c'est ce qu'on va faire de la 5G. Parce que si on se dit l'effet rebond, si on se dit que le sujet, c'est la surconsommation, entraînant une surconsommation énergétique, ce à quoi, de notre point de vue, il faut s'attaquer, c'est mettre des limites et agir sur l'enjeu de la consommation. Est-ce qu'on bloque dans la loi? Le Sénat a voté. Parce que là, on reste avec la 4G. Non, mais Jean-Louis, le Sénat là, a proposé un projet de loi dans lequel, par exemple, il propose d'interdire les forfaits illimités pour que les consommateurs soient tapés au porte-monnaie s'ils consomment trop de data. Pourquoi pas? Vous voyez, il peut y avoir des initiatives qui sont faites pour essayer de faire en sorte de limiter l'impact en termes de consommation. Et on peut aussi très bien obliger les acteurs. Il y a des choses qui, toujours pareil dans ces dispositions du Sénat sur les data centers, dans la consommation d'énergie verte. Ils sont très énergivores, les data centers. Très énergivores, pour les inviter à être vertueux, à être neutres carbone. Voilà, on peut aussi essayer de se battre. Et moi, c'est ce que je veux dire, au niveau des acteurs du numérique, etc., on n'attend pas le politique. On sait que les consommateurs vont être demandeurs de ça, etc. Et on prend en main, ne serait-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, la filière que je représente, on a signé une feuille de route sobriété, responsabilité numérique avec la région de Nouvelle-Aquitaine. Bon, ça, c'est ce que c'est avec des niveaux, et bon, c'est challengeable. Mais on essaye d'avancer sur ce chemin. Là, on est en train d'intégrer l'éco-conception dans la fabrication des nouveaux dispositifs numériques. On essaye d'avancer sur le recyclage, sur la durée de vie des équipements, etc., etc. Je crois qu'il y a des enjeux à faire. On ne va pas empêcher, à notre sens, on va pas empêcher les chercheurs de chercher. Après, si les chercheurs trouvent quelque chose et que l'industrie s'en empare, comment est-ce qu'on empêche l'industrie de mettre en œuvre une technologie, etc. À notre sens, le bon point d'impact, c'est le bout de la chaîne, c'est le consommateur. Et dans les usages et dans les limitations qu'on met dans les téléphones. Les Français, il y a une étude qui vient de sortir, les Français à 81% sont pour, a priori, le développement de la 5G. Mais parce que je pense que... Bon, je vous suis là, partiellement. Effectivement, la feuille de route sobriété numérique de Nouvelle-Aquitaine,
elle a le mérite d'exister. Je suis content de ce qu'on a fait avec Mathieu. Bon, je pense qu'on peut aller plus loin, mais il y a un vrai problème. On ne peut pas laisser porter aux consommateurs la régulation. Moi, je pense que de toute façon, tout ce que vous dites, ça peut être fait avec la 4G. On n'a pas besoin de la 5G. Regardez, prenez la peine de taper sur Google 5G dans les vidéos. Vous verrez quoi. Je termine. On attend la 6G ? Non, mais attends, je termine. Regardez la 5G, les avantages. Vous verrez quoi. Des gens qui expliquent. Payés par Orange, ce sont des influenceurs. C'est merveilleux la 5G. J'arrive à charger toute une série de 4 heures de Netflix en 1 minute. Alors qu'avant, il fallait plus de temps. Bon, 1 minute 32. Mais nous, on dit, mais quelle est l'utilité réelle de regarder Netflix? Non, c'est pas ça. De plus regarder Netflix. L'utilité réelle d'aller si vite. La question simplement, quels usages? À l'heure actuelle, il n'y a pas d'usage sociétalement. On n'a pas parlé de la télémédecine ou de la téléchirurgie. Mais la télémédecine, pourrait gagner aussi avec la 5G. Le CHU a fait livrer donc des robots, mais on n'a pas besoin de la 5G. On a besoin de la fibre, oui, parce que le problème de la 5G, comme d'ailleurs toutes les télécoms, c'est qu'il y a un débit qui peut être aussi bon peut-être que la fibre, mais il y a un gros souci, c'est que vous n'êtes jamais assuré qu'il soit constant. Alors qu'avec la fibre, on peut. C'est constant. Donc du coup, pour des choses médicales, mais je dirais, c'est la fibre qui compte, c'est pas du tout la 5G. Et cela dit en passant, si on veut l'utiliser pour des choses médicales, c'est dans les endroits où justement on n'aura pas de couverture, parce que ce sera des zones blanches. Et donc, tout ce qu'on nous vend comme application de la 5G, c'est du bidon. On n'en a pas besoin. Et ce qui est terrible, c'est que justement, ce que vous disiez, ce qui est terrible, c'est que ce sont les industriels, les lobbies industriels qui ont besoin de vendre de nouveaux smartphones, d'installer de nouvelles applications, qui, eux, tirent la politique et font qu'on a évacué le vrai débat. Un débat comme on a là, moi je trouve qu'il est passionnant. Je suis content avec des gens de qualité, des militants écologistes, avec des gens de l'industrie. C'est passionnant, mais ce débat-là, il faut qu'il ait lieu et que sociétalement, on prenne position. Et je trouve aussi qu'on est peut-être allé un tout petit peu vite sur la question de la dangerosité ou pas, la question sanitaire de la 5G, parce que je pense que c'est ce que se pose comme question de nombreux téléspectateurs. Est-ce que la 5G, oui ou non, c'est dangereux pour la santé? Jean-Luc Pagès, votre avis? Écoutez, le problème, il ne faut pas le poser comme ça. Il est évident, je vous ai dit, que plus on monte en fréquence, plus effectivement les ondes sont dures, bien évidemment. Il y a des autorités sanitaires en France. Vous avez parlé effectivement de l'ANSES, qui doit rendre donc son avis sur justement les 26 gigas, parce que tout le problème, il est bien sur, et c'est pour ça qu'il n'est pas trop tard encore, il est sur le déploiement de ces fameuses fréquences 26 gigas, parce que c'est elles, les temps latents, c'est elles, les 200 000 satellites qui vont graviter en orbite basse au-dessus de la Terre, c'est là que les problèmes de liberté individuelle, de suivi, de flicage. Mais du coup, on aura la réponse de l'ANSES avant le déploiement des 20 Hz. Je pense que je ne me fais aucune illusion. De toute façon, le gouvernement tel qu'il est, comme disait monsieur, il suit les industriels. Et donc, c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que la souveraineté politique et sociale, on est en train de la perdre. Et je pense que là, il y a un vrai combat. Et le combat sanitaire, il est là aussi. José Lavictoire veut intervenir depuis le Pays Basque. Ce n'est pas toujours facile à distance. Est-ce que vous, l'aspect sanitaire vous inquiète aussi ? Oui, je vais m'expliquer. C'est dommage, tout à l'heure, on était parti, un de vos intervenants faisait remarquer la chose importante, c'est que le problème n'est pas simplement technique, mais il est surtout sociétal. J'espère qu'on va y revenir. En ce qui concerne cet impact sanitaire, il faut rappeler simplement deux choses. La première, c'est que les normes actuelles qui sont édictées issues de l'International Commission for Non-Radiation Protection sont des normes qui ont été fabriquées par des spécialistes du monde des télécoms. Elles ne s'occupent que des aspects thermiques de l'impact des fréquences correspondantes. Elles oublient totalement les impacts biologiques et les impacts chimiques. Il y a plus de 250 scientifiques internationaux qui le font remarquer, qui demandent depuis pas mal de temps qu'on revienne sur cette partie-là. Pour être beaucoup plus concret, l'application de cette ICNIRP en France, c'est la fameuse loi qui a été la loi des télécommunications de 2002, qui donne un certain nombre
de valeurs de référence ou de valeurs à respecter, en particulier en ce qui concerne les fréquences qui nous intéressent, qui sont limitées à 61 volts par mètre pour le champ électrique. Je vous signale qu'elles ne peuvent pas être applicables, en particulier aujourd'hui, à la 5G, parce que, d'une part, il faut être capable de mesurer l'impact correspondant entre un téléphone et comment dirais-je, l'antenne. Comme chacun sait, en ce qui concerne la 5G, c'est une liaison, je dirais, directionnelle. Donc il faut se placer exactement là pour le mesurer. Et deuxièmement, la chose la plus importante, et c'est le point sur lequel j'insistais en ce qui concerne les maisons intelligentes, c'est que ces mesures sont limitées à 6 minutes. Or, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, quand nous aurons soi-disant cette maison intelligente, nous aurons un champ électromagnétique qui sera constant, et non pas pendant 5 minutes, que les habitants devront supporter. Donc, je dis, et c'est la raison pour laquelle l'ANSES, dans son rapport préliminaire de décembre dernier, a dit, dans son paragraphe 5.1.3, qu'il va falloir adapter les mesures en ce qui concerne la 5G, parce que ce n'est pas du tout applicable. Les lois actuelles ne sont pas applicables. Deuxièmement, ces lois transposées en France, les lois de l'ECNIR transposées en France, sont largement supérieures à ce que font les voisins. Par exemple, la transposition de ces mêmes directives en Belgique sont tout à fait différentes. Elles sont différentes au Liechtenstein, elles sont différentes en Italie. En France, elles sont largement au-dessus de ce qu'il faut. On est obligé aujourd'hui, quelles que soient les fréquences de la 5G à partir de la 4G d'ailleurs, nous sommes à 61 volts par mètre. Je vous assure, nous sommes équipés pour avoir fait, pas simplement sur la téléphonie, mais en particulier sur le Linky, des mesures de champs électromagnétiques dans les maisons. Je peux vous dire que vous êtes largement au-dessus des normes. Vous entendez, merci beaucoup José. Est-ce que vous entendez ces réticences, Jean-Marie Bost? C'est évident, mais on ne peut pas donner tort. On ne peut pas donner tort à ces propos. Quand je dis que le politique court après la technologie, c'est exactement ça. La technologie va très vite et on doit s'adapter à ça. Par contre, on se doit d'encadrer cette technologie et essayer de réfléchir pour nos concitoyens, pour leur apporter le meilleur. Mais si vous ne le faites pas, nous perdons du terrain. Et quand il va falloir le rattraper, ça sera trop tard ou ça sera pire. Alors, aujourd'hui, c'est très difficile. On est dans une situation où l'on doit prendre effectivement acte de ces nouvelles technologies, mais on doit aussi être attentif à ce que nous demandent nos concitoyens au niveau sociétal. Et là, je rejoins ce que disait le sénateur Patrick Chaise, le président de la VICA, qui vient de porter au gouvernement un projet de loi sur les 25 règles qu'il faudrait respecter. Le logiciel d'un smartphone ou d'un ordinateur devrait être obsolète au bout de 2 ans. On devrait garder son téléphone au minimum 2 ans. On devrait faire attention aux ondes électriques. On devrait effectivement, etc., etc. Mais il va falloir légiférer là-dessus. Est-ce que tout le monde aujourd'hui sera en capacité de comprendre et d'entendre ça, parce que derrière, le système va avancer. Moi, je suis pas pour la 5G, mais je ne suis pas contre non plus, parce que je pense qu'il est important d'avoir la 5G dans notre société de demain, parce que sans ce système de communication, et on va trouver des choses qui ne seront pas forcément acceptables. Alors, on va en venir à la fracture numérique territoriale qu'on a commencé à évoquer. Le changement de technologie risque de poser quelques problèmes à certains foyers. Il aurait pour conséquence indirecte de priver certains, tout simplement, d'Internet. Grand paradoxe. En Creuse, dans le village de Sérou, plusieurs familles sont concernées. Elles n'ont pas envie de se laisser faire. Je vous propose de voir ou de revoir ce reportage qui avait été diffusé sur France 3 Limousin en septembre dernier. Reportage de Cécile Descubes et Mathieu Daigremont. Le 2 novembre, Pierre et sa famille, avec 2 lycéens ainsi que 2 autres foyers de son village, n'auront plus Internet. Le technicien est venu le 16 septembre dernier pour nous informer que nous n'étions plus éligibles au nouveau système, donc LTE, qui remplace le WiMax, sous contrainte de l'État, puisqu'en fait on bénéficiait ici depuis 2013 d'un accès Internet haut débit à 10 mégas et d'offres de téléphonie. Et aujourd'hui, le basculement vers la 5G va nous contraindre à ne plus avoir d'accès Internet et à être hors du réseau.
Ce sont les fréquences radio utilisées par le WiMAX qui seront prises par la 5G. Le maire ne peut que constater le problème. L'égalité face au numérique et la résorption de la fracture numérique, c'est défendu par tous les gouvernements. Voilà, alors là on va dans l'autre sens. Bon, je trouve ça assez incompréhensible. Il n'y a pas de problème sans solution, affirme le conseil départemental de Creuse et le syndicat mixte d'Orsal, chargé d'équiper tous les foyers en Limousin. Les foyers qui ne seront pas éligibles à cette solution alternative, les opérateurs vont proposer autre chose. Soit du satellite, soit, s'ils sont éligibles, de la 4G mobile, donc une box 4G avec une antenne. Mais Pierre Deseyreau affirme que ces technologies ne sont pas performantes et plus chères. Il va saisir la défenseure des droits. J'en appelle à l'ensemble des élus, des collectivités, de l'État. Aujourd'hui, nous sommes sans nouvelles. On nous abandonne. En Limousin, selon le syndicat mixte d'Orsal, 190 foyers pourraient être dans le même cas. Parmi eux, une quarantaine seraient concernés à coup sûr. Et l'arrivée de la fibre partout, c'est pour fin 2024. Alors, et même 4000 familles en France devraient être concernées. Alors, j'ai rappelé Pierre Deseyreau depuis ce reportage. Il me dit que finalement, il a réussi à repousser un petit peu la fin du WiMAX à cause du ramdam médiatique qu'il a créé. À peut-être mi-février, mais il n'a aucune information. En fait, il se heurte à un vrai brouillard. Il ne sait pas, il n'a pas d'interlocuteur. Jean-Marie Bost, c'est un grand paradoxe, ça. L'avènement de la 5G fait que pour certains, ils vont retourner dans des zones blanches. Dorsal a été créé justement pour apporter ce service numérique que tout le monde peut attendre. Il n'y a pas de personnes de la campagne, il n'y a pas de personnes de ville. Donc tout le monde doit être servi au même niveau. Là, qu'est-ce qui se passe ? On est en cours de déploiement. Moi, je vais déployer 235 000 prises sur les 3 départements, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. Déploiement fibre optique. Absolument, absolument. Donc je vais amener, et ces gens-là seront servis dans les premiers, et normalement, mon jalon, ce qu'on appelle le jalon 1, c'est fin 2021, en sachant que j'ai gagné avec l'histoire du Covid 6 mois en plus. Donc il va falloir que je les supporte. Donc le jalon 2, donc où va être la Creuse et les 16 000 prises en Haute-Vienne, ça sera fin 2024. Mais normalement, on sera dans le périmètre de Dorsal à 100% fibré. Ça, c'est Internet. Ça veut dire que j'amène Internet au domicile. Après, la téléphonie mobile, ce n'est pas moi, ce n'est pas Dorsal, ce sont les opérateurs. Et absolument. Donc, le WiMAX servait pour la téléphonie mobile et aussi pour Internet. Donc, on a enlevé le WiMAX. Donc pour certaines familles qui doivent passer à la box 4G ou à la parabole, ça va revenir finalement plus cher pour avoir Internet de façon peut-être même limitée. En tout cas, c'est ce que Pierre Deseyreau me disait. Juste d'une façon plus générale, Jean-Louis Pagès, est-ce que le problème de l'avènement de la 5G va-t-il ou pas amplifier cette fracture territoriale numérique ? En tous les cas, quand on confie, disons, aux opérateurs privés le déploiement, qu'est-ce qui se passe ? La loi de Pareto, 80-20, donc 80% du coût quand il y a 20% de la population. Résultat, effectivement, toutes les zones blanches, elles devront être couvertes et payées par qui ? Par les pouvoirs publics. Vous dites que les opérateurs privés vont privilégier les villes. Comme ils ont fait, attendez, ça fait 12 ans qu'on a déployé la 4G, et encore on a 75% simplement du territoire qui est couvert par chacun. Donc là, une fois de plus, à un moment donné, ce n'est pas les opérateurs, ce n'est pas l'industrie qui peut piloter un problème aussi sociétal. Et une dernière chose dont je veux parler sur la 5G, qui est colossale, c'est le problème de droits de l'homme et de sécurité de nos données. L'aspect liberticide vous inquiète. Un petit exemple. Il y a 2 jours, article dans Washington Post, toute la Maison-Blanche est sur le pied de guerre parce que le vélo électrique de Joe Biden, qui est connecté, c'est un peloton, c'est très à la mode, pose un problème parce qu'en fait, en multipliant, on va avoir des milliards. Avec la 5G, on veut des milliards d'objets connectés. Eh bien, ça pose un problème parce qu'ils ont peur qu'ils soient hackés. Et pourquoi ? Alors, si on peut hacker ça, ça veut dire que toutes ces informations sur la totalité de la population de la planète, il va pouvoir être centralisé. Si jamais le politique ne s'empare pas, comme vous l'avez dit aussi, de cette problématique de la 5G, en disant stop, on arrête, on réfléchit et on va cadrer tout ça, on a tous les outils pour avoir une dictature mondiale qui n'a jamais existé depuis que l'humanité existe et qui va donc aller
en même temps que le désastre climatique qui va être produit par la 5G. Et je termine, dernière chose. Il y a une annonce donc de l'OMM qui s'occupe de la météo et qui montre que tous ces satellites en orbite basse, qui sont en orbite basse pour les 26 gigas, parce qu'il faut un temps de latence, justement, dont vous parliez, qui est très faible, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont empêcher de fonctionner les satellites météo, ce qui fait qu'on va avoir la catastrophe météorologique qu'on ne pourra même pas anticiper à cause... Donc la 5G, c'est vraiment la confluence de toutes les calamités qu'on peut imaginer si le pouvoir politique s'en empare pas. Alors, donc on a besoin d'un débat. Alex Simon, j'ai envie aussi d'une petite conclusion de votre part. Est-ce qu'il faut... On a l'impression qu'on oppose quand même peut-être écologie, progrès technique avec l'avènement de la 5G. Est-ce qu'il faut vraiment opposer ces deux choses-là ? Vu de notre prisme économique et industriel, Internet, c'est un quart de siècle. D'accord. Ce qu'on constate là, c'est que le politique est en retard. Voilà. Est en retard moins. J'ai envie de dire, la 5G est un révélateur, en fait. Ce que je disais tout à l'heure. Les sujets, c'est qu'est-ce qu'on fait pour gouverner les données, qu'est-ce qu'on fait pour gouverner les enjeux sanitaires, qu'est-ce qu'on fait pour réformer ce qui a été dit, les normes par rapport aux enjeux sur les ondes, etc. etc. Voilà. Et c'est un problème de régulation qui ne peut se passer qu'à un échelon européen. C'est très compliqué de gérer ça à un niveau national. De toute façon, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les Chinois ont leur propre politique globale au niveau numérique, au sens large, données personnelles, etc. Les Américains en ont un autre, et nous, on en a un. Alors, l'Europe a un paquet là, avec de régulation qui est en cours, commissaire Breton, etc. Bon, qui vaut ce qu'il vaut, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas les instruments. S'il y avait les points d'encadrement, si aujourd'hui, en fait, comme là, on est en pandémie, etc., aujourd'hui, aucun acteur du médicament ne peut sortir un médicament s'il ne passe pas sous la fourche et sur le prisme d'un certain nombre d'autorités qui contrôlent qu'il est viable. Il va falloir conclure très vite. Donc aujourd'hui, c'est ça qui manque. Aujourd'hui, pour dépasser ce genre de débat, c'est quels acteurs académiques, scientifiques et autres sont à même de mettre des bornes pour... Et on en revient finalement toujours à la même question. Une technologie peut être bonne ou mauvaise, ça dépend aussi de ce que l'on en fait. Merci beaucoup, messieurs, à tous les quatre. Merci aussi à José Lavictoire depuis le Pays Basque d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on vous a donné quelques pistes, en tout cas pour y réfléchir. Merci à vous et à très bientôt.